Remontons 50 ans en arrière. À cette époque, Shenzhen n'était qu'un village de pêcheurs, peu d'infrastructures, quelques milliers d'habitants à peine, et la mer de Chine pour seul horizon. Soudainement, en 1979, le décret tombe. Shenzhen devient zone économique spéciale. Depuis, c'est l'une des plus spectaculaires métamorphoses que le monde n'ait jamais connues. Entre 1975 et 2025, la population est multipliée par presque 500. Une croissance si rapide qu'elle semble défier les lois de la physique. C'est une ville laboratoire pensée comme le futur de la Chine. Aujourd'hui, Shenzhen, c'est 443 gratte-ciel de plus de 150 mètres de haut, 17 millions d'habitants dont plus de 50 000 millionnaires. Si Shenzhen était un pays, elle aurait le 34e plus haut PIB du monde. La Silicon Valley chinoise est la ville de tous les superlatifs. J'y ai passé quelques jours, suffisant pour me prendre de plein fouet la question centrale de cette vidéo. Est-ce que la Chine va trop vite ? Bienvenue à Shenzhen. La première chose qui m'a interpellé quand j'ai fait mes premiers pas à Shenzhen, c'est pas tant que tout est grand, moderne ou encore bondé, c'est que tout est neuf. Ça a des bons côtés, surtout quand tu fais l'erreur de venir en plein été, comme le fait que selon le wagon du train que tu prends, peut soit avoir une température modérée, soit une température froide, climatisée de fou. Il fait bien froid et sec. C'est agréable et rassurant en un sens, mais ça laisse en bouche un goût d'artificiel. J'ai l'impression qu'il y a une interface entre la Chine et moi, que tout est facilité par la technologie et l'urbanisme. Une fois installé dans mon hôtel dans le centre avec vue sur le parking à scooter, je suis parti prendre la température extérieure en faisant mon baptême de bain de foule shenzhenoise. La conclusion est immédiate et sans appel. C'est aussi vivant que ça puisse l'être, ça stimule tous les sens, tout le temps, et la modernité vous saute à la gorge. Ça me fait d'ailleurs penser avec ironie aux centaines de millions d'euros que la France dépense en aide au développement à la Chine, alors qu'honnêtement j'ai jamais vu de ville aussi développée en France, ni même en Europe d'ailleurs. La sécurité ici, elle règne en maître mot. Les prix en général sont étonnamment raisonnables et les arnaques aux touristes autrefois omniprésentes en Chine semblent paradoxalement diminuer en nombre à mesure que le pays s'ouvre aux voyageurs. Les choses ont l'air de changer pour le mieux. Et à ce propos, j'ai longtemps pensé que les Chinois étaient peu actifs sur les réseaux sociaux et je me suis rarement autant trompé. Non mais je veux dire, regardez ça, les Chinois ils ont le don de tout industrialiser, c'est impressionnant de malade. Mais ça ajoute à cette sensation d'artificiel dont j'ai parlé plus tôt. La seule raison pour laquelle on les voit peu sur nos réseaux, c'est tout simplement qu'ils n'utilisent pas les mêmes que nous. Une chose est sûre en tout cas, les premières impressions et le dépaysement sont au rendez-vous. Jour 2. Aujourd'hui, il a l'air de faire bon, on est à l'ombre, on est sous les arbres. Bien, figurez-vous qu'il fait 36 degrés, ressenti 47. 47. C'est le genre de ressenti qu'on a à Bagdad en ce moment. Je suis né et j'ai grandi en Moselle. C'est peu dire que les très grandes villes et les grosses chaleurs, j'ai pas l'habitude, c'est pas ma tasse de thé du tout. Pour alterner entre la ville et le calme, j'ai suivi le conseil de mon ami Xue, que je vous présenterai un peu plus tard dans la vidéo. Je suis parti me promener dans le parc de Lianhuashan, qui tient son nom de la colline autour de laquelle il est aménagé. Et bien sûr, j'ai réussi à me perdre. Mais c'est pas ce qui était prévu. Toujours pas ce qu'on cherche, mais ça a commencé à y ressembler. Je pense que c'est le Deng Xiaoping Statue Square où il faut que j'aille. Et sur la carte, ils nous disent « Ah, regardez, votre location est ici sur le point rouge. » Si tu trouves un point rouge, tu me le dis parce que bref. Comme l'a dit Stromae, lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. En haut du Lianhuashan trône la statue de Deng Xiaoping. C'est lui qui, après avoir survécu aux purges maoïstes, a amorcé l'ouverture économique de la Chine au monde. Xiaoping était un homme formidablement pragmatique, dont on peut résumer l'idée phare par la phrase « Peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, s'il attrape les souris, c'est un bon chat ». Sous son impulsion, Shenzhen est devenu un laboratoire du capitalisme dans une Chine encore résolument communiste. C'est à travers son action que Shenzhen est devenu une vitrine de ce qu'on appelle aujourd'hui le miracle chinois, cette transition spectaculaire entre le tiers-monde et le surdéveloppement.
Je ressens comme une curieuse ironie quand je vois sa statue érigée ici, au cœur du dernier bastion de la verdure de la ville, en train d'observer son œuvre de métal et de béton, noyée dans un smog d'une épaisseur inouïe. Pour reprendre l'analogie de l'intro, si Shenzhen était un pays, elle serait entre le 35 et 40e plus gros pollueur du monde. Que certains puissent qualifier son action de destructrice, je saurais l'entendre, mais il convient de ne pas oublier les dizaines de millions de personnes qu'il a sorties de l'austérité. C'est à la fois super impressionnant et désolant, utopique et dystopique, c'est unique. En respirant abondamment tout ce merveilleux smog qui voile la vue depuis le sommet de la montagne et du monument, ça me rappelle avec agacement que parce que j'ai une voiture qui a 4 cylindres et qui, selon les critères actuels, est trop polluante pour être une gentille voiture, j'ai dû payer un malus écologique, alors que cette bagnole, en 100 millions de kilomètres, elle n'arrivera pas à produire le smog qui est au-dessus de la ville. Mais bon. Qu'est-ce que je peux y faire ? Je suis pas président, hein. Pour éviter tout sensationnalisme malvenu, ce que vous voyez là, c'est pas que du smog, c'est de la brume aussi. Aussi étonnant que ça puisse paraître, la qualité de l'air va en s'améliorant chaque année ici, notamment grâce au déploiement important de l'énergie nucléaire et à l'électrification massive du parc automobile. De la même façon que mon ami Denis m'avait appris à ne pas fuir la pluie taïwanaise, mais à l'accepter, à la vivre pleinement, j'ai décidé de faire la même chose ici à Shenzhen. Embrasser son urbanité, embrasser sa verticalité. Et parce que je suis pas un homme de la demi-mesure, on va passer l'après-midi dans l'incarnation de la verticalité. La tour Ping An, 599 mètres de haut, 115 étages, le plus grand bâtiment de Shenzhen. Après avoir cherché l'entrée pendant une éternité la veille et m'être retrouvé une fois de plus dans un grand moment de malaise causé par la barrière de la langue, Wait a moment, 2 minutes. Okay, no problem. We can speak Chinese. Sorry, no. Okay, okay. Me too. No English. That's good. Your English is good. The It's good. je me suis retrouvé face au grand classique des sas de super gratte-ciel, des jeux de lumière, des maquettes futuristes, des films grandiloquents. Comme si ériger un immeuble de 600 mètres de haut à 1,5 milliard de dollars ne suffisait pas déjà à impressionner 99% des gens. Ça fout un peu des caisses, hein. Un petit tour dans l'un des 80 ascenseurs du Ping An Finance Center et me voilà à nouveau face au laboratoire fou de Deng Xiaoping. En haut de ces 600 mètres, on prend conscience de l'ampleur du phénomène. Une ville sortie du néant en 40 ans qui continue de croître comme si elle n'avait pas de limite. Mais est-ce que ça peut vraiment durer ? Aujourd'hui, Shenzhen est 2 fois moins dense que Paris. Malgré ses dizaines de millions d'habitants et ses forêts de tours, il y a encore de la place pour construire. Encore de la place pour accueillir ceux qui fuient les campagnes en quête d'opportunités. Et tant que la population chinoise continuera de migrer vers les villes, le développement de Shenzhen ne va sans doute pas s'arrêter de sitôt. Et pourtant, il y a un bémol. La Chine vieillit. La pyramide des âges s'inverse peu à peu, et même si les villes continuent de s'étendre, que les jeunes couples persistent à fonder des familles, la croissance démographique tend à diminuer, et peut-être même qu'un jour viendra où elle laissera sa place à la décroissance. Mais ce jour n'est pas encore venu. Pour l'instant, tout ici respire la course en avant. Les grues, les nouveaux quartiers, les métros qui s'étendent, les routes tapissées de voitures du matin au soir et du soir au matin. C'est comme si Shenzhen s'était lancé dans une fuite vers le futur. Shenzhen n'a pas le temps de laisser au futur le temps de s'installer. Elle va le chercher à grands coups de chantier pharaonique. Et c'est fascinant. Alors, est-ce que ça peut durer ? Oui, certainement, pour un temps encore. Parce que tant qu'il y aura des rêves à concrétiser et des gens pour venir tenter leur chance, Shenzhen continuera de pousser ses gratte-ciel toujours plus haut, comme un symbole de l'élan irrépressible d'une Chine en mutation permanente. Et est-ce que ça va durer ? J'aurais tendance à dire que oui, jusqu'à ce que les limites soient atteintes. Mais les limites ici, c'est Shenzhen qui les fixe après les avoir dépassées 100 fois en 50 ans.
Ici, au cœur de Shenzhen, le développement éclair ne fait aucun doute. Économiquement, ça marche, la ville fonctionne. Elle tourne à plein régime comme si chaque mètre carré devait être rentabilisé jusqu'au dernier yuan. Pour alors se demander si tout ça ne va pas trop vite. Mais en y réfléchissant, je me dis que la Chine n'avait peut-être pas le choix. Elle partait de loin, il fallait un bond colossal pour s'imposer dans une économie de marché froide et extrêmement concurrentielle pour assurer sa place dans le grand jeu mondial, au moins à moyen terme. Et puis, est-ce que ce bond a vraiment effacé ce qu'on associe à la Chine traditionnelle ? Ces pagodes, ces temples, ces toits courbés. Ici, on en voit très peu, et les rares qu'on aperçoit entre deux tours d'acier sont des édifices récents. Mais Shenzhen n'était qu'un simple village de pêcheurs, sans prétention. Il n'y a probablement jamais eu de grands bâtiments en bois ici, et même si c'était le cas, ces architectures étaient éphémères, pensées pour quelques générations tout au plus, pas pour l'éternité, comme nos cathédrales de pierre. Ajoutons à cela que le Parti communiste sous l'égide de Mao a mené de nombreuses campagnes d'éradication des religions traditionnelles chinoises qui étaient considérées alors comme des superstitions. Les rituels ont aujourd'hui modestement refait surface, mais les Chinois en général demeurent peu portés sur la spiritualité. Ce serait un raccourci douteux que d'accuser l'urbanisation à elle seule d'être responsable du recul des traditions. La Chine est immense, l'un des plus grands pays du monde. Malgré ses millénaires d'histoire, il restait ici il y a à peine 50 ans un espace vierge à remplir. Je pense pas que la ville ait vraiment écrasé la tradition. Je pense qu'elle s'est simplement installée là où il n'y avait encore presque rien. Et pourtant, au milieu de ces tours qui s'étirent vers le ciel, je sens comme un vertige. Comme si cette urbanité infinie pouvait finir par étouffer. Et c'est là que je m'interroge, comment est-ce qu'on vit dans un tel décor sans perdre pied ? Cette ville où rien ne s'arrête jamais, ça draine mon énergie. J'arrive pas. Ça me fatigue. Ce paradoxe entre un pays prétendu communiste et ce capitalisme exacerbé et omniprésent, j'ai un peu de mal. Je suis pas un gars de la ville, je suis un gars des petites villes de province. Ouais, je dis le mot province, je suis pas parisien, mais comme ça on se comprend. Honnêtement, les gens qui vivent dans les grandes villes, qui apprécient ça et qui veulent pas les quitter, genre, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que vous appréciez et comment vous faites pour supporter le fait de pas pouvoir échapper à la ville. Voilà, je suis dans un parc, c'est très bien, mais tout autour du parc, il y a des buildings partout, on peut pas échapper au bruit des voitures, même si la plupart sont électriques, on entend quand même les bruits de roulement. Comment vous faites quand vous voulez vous évader ? Et comment vous pouvez supporter de vivre comme ça à l'année ? Je comprends pas comment on peut vivre sans au moins une forêt de quelques kilomètres carrés dans laquelle on puisse vraiment échapper à tout ça et se dire là je suis pas en ville, là je suis dans la nature. Expliquez-moi, je serais vraiment curieux de savoir. En attendant vos réponses, on va demander à une locale comment elle voit les choses. Elle, c'est Xue, l'heureuse maman de cette petite fille en pleine forme. On s'est rencontrés parfaitement par hasard à Hong Kong en 2017. On se voit évidemment peu pour des raisons évidentes, mais elle se débrouille toujours pour créer l'événement quand ça arrive. J'aurais pu faire du sensationnel en vous racontant qu'elle est dépassée par cette vie dense et ultra-urbaine, mais non. Xue est l'une des personnes les plus équilibrées que je connaisse. Elle bosse dur sans jamais se plaindre et reste moins aliénée par la modernité et la technologie que beaucoup d'entre nous qui ne vivons même pas en ville. Elle m'a invité à déguster de délicieuses pâtes de poulet en sauce, puis à se faire poncer les pieds au scalpel, où la frontière entre relaxation et douleur est floue comme un cul de bouteille. Mais il fallait quand même que je lui pose cette question. Are you happy? Of course. What makes you happy? 吃饭，食物会让我很开心，然后不用工作，有钱花会让我很开心。I said, food makes me happy, and I didn't go to work, but I have money to spend. It makes me happy too. Perfect. Yeah, Normal life, simple stuff. yeah. Xue n'est pas ma seule amie chinoise, et cette question j'ai été amené à la poser à tous les autres, et j'ai toujours obtenu des réponses similaires, des envies et des aspirations simples. Derrière ces paysages urbains aux airs insurmontables ne vivent pas des robots ni des extraterrestres, juste des gens normaux, qui sont pas plus malheureux que nous d'ailleurs. Ils avancent tranquillement, avec une étonnante capacité à rester ancrés malgré le tourbillon.
Tout comme la Russie, la Chine n'est pas une prison à ciel ouvert, simplement un autre paradigme. J'avais tourné une conclusion facecam à l'aéroport sur cette aventure à Shenzhen, mais avec le recul et mes recherches a posteriori, j'ai décidé de ne pas l'inclure du tout. Je répondais bien trop superficiellement par l'affirmative à la grande question qui a structuré mon récit. La réalité est bien plus complexe. Je pense pas que la Chine aille trop vite, elle se développe juste à un rythme qui lui permet de se maintenir à niveau dans un monde qui, lui, va effectivement trop vite à bien des égards. J'ai appris qu'il est possible de rester simple dans un monde compliqué. J'ai compris que si je n'envie pas la vie shenzhenaise, elle offre pourtant beaucoup de choses desquelles on peut s'inspirer. C'est un court séjour, plus riche que prévu, et j'espère vous permettre à vous aussi de remettre certaines choses en perspective. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des Envers du décor du Bourbistan et le projet Balthazar se poursuivra juste après par un mois aux Philippines, un séjour qui m'a fait beaucoup grandir en tant que personne. Abonnez-vous pour ne rien rater, la bise. Guette comme l'appareil est mouillé, c'est que de la sueur, aucune pluie. Ma gueule pour preuve.